Bien. Alors bonjour à toutes et à tous. Nouvelle journée de bonne pratique de Maxillorisque qui va porter sur les problèmes de matériel. On a tous connu des difficultés de matériel, des boîtes non stériles, des pièces à main qui manquent, etc. C'est un problème récurrent qui nous touche. Nous, on a peut-être, nous, une mauvaise habitude d'essayer de s'en sortir toujours et de bricoler des situations qu'on ne devrait pas bricoler. Et qu'on devrait plutôt, comment dirais-je, suivre les conseils et les habitudes des orthopédistes de faire plus de no-go dans l'intérêt de nos patients et de la sécurité de nos patients. Donc c'est en ce sens qu'on a invité comme oratrice, j'étais trop rapide, voilà, comme oratrice France Welby, bonjour France, voilà, je vous présente France, qui était déjà venu pour les plus anciens d'entre nous à Dijon, je crois, nous parler des no-go. Et justement, je pense que le no-go, nous, on n'en fait pas assez. C'est peut-être un de nos défauts. Et quand on a des soucis de matériel ou de procédure, on pense qu'on va toujours s'en sortir. En fin de compte, c'est un peu un défaut. Donc, elle va nous faire partager la grande expérience des orthopédistes sur ce domaine-là. France Welby est expert, bien sûr, chez Orthoris, et aussi gestionnaire d'Orthoris, qui est un très gros travail. Vous avez vu, puisque vous participez à cette réunion, qu'on vous a demandé de faire on a fait un audit sur nos problèmes de matériel. Donc c'est Alexis Kahn, qui est notre expert aussi et gestionnaire de Maxillorisque, qui a réalisé cet audit et qui va vous le présenter. Alors on le présente un petit peu après, ce qui est peut-être un tout petit peu dommage, mais des contraintes d'horaire, d'arrivée de train nous obligent à faire ainsi. Donc on verra un petit peu et on pourra comparer les réponses qu'on a données par rapport à ce que nous aura dit France auparavant. Oui, monsieur. Ah. Et puis c'était aussi l'occasion, puisque vous avez vu qu'on parle maintenant il y a un nouveau système à l'HAS pour suivre un petit peu les recommandations. Donc, voilà. Merci. Pour suivre les recommandations, enfin pour suivre la certification périodique qui sera la nouvelle obligation de formation des professionnels de santé à ordre, où il y a deux nouveaux blocs qui apparaissent, la sécurité la relation avec le patient et la santé du professionnel. Et donc l'HS a mis un système un petit peu différent, c'est un programme à 5 piliers, ça avait commencé pour ceux qui étaient en équipe, et maintenant en individuel, vous aurez à suivre aussi ces 5 piliers. Et donc, quelqu'un viendra de l'HS, c'est Sarah Pedrovza, qui est notre responsable de notre OA à l'HS, qui viendra vous expliquer un petit peu ces nouveaux 5 piliers. Rassurez-vous, ça ne va pas changer grand-chose à vos habitudes. Donc voilà. Et dernier petit point pour là, juste une actualité récente de Maxillorisque. Vous avez vu, depuis 2 ans, on essaye de se moderniser. On a bien réactivé le site qui est plus moderne, plus sympa à regarder. On vous envoie des news qui sont agrémentées par Sylvie Chadefaux, qui est infirmière anesthésiste et qui nous aide un petit peu dans la réalisation de ces news, qui a toujours des très bonnes idées. Et on essaie de donner un peu de dynamisme à Maxillorisque. Ça commence à porter ses fruits puisqu'on remonte la pente. On va presque bientôt être une centaine d'engagés. Et il y a à ce jour 3 équipes d'accréditation constituées. Et je viens d'apprendre qu'il y en a une 4e qui est en cours de formation. Donc ça, c'est très très bien. Et je remercie donc toutes celles et ceux que je ne vois pas, mais qui sont à notre écoute et qui nous voient, de suivre cette formation. Voilà, France, je te laisse maintenant la parole pour nous expliquer un petit peu comment font les orthopédistes face aux problèmes multiples de matériel que vous avez à résoudre. Merci bien. Bonjour à tous. Donc vous atteignez les 100, nous on est presque 2000 dans Orthorisque. Voilà. Donc
sur les 3500 orthopédistes français. Donc voilà, il m'en reste encore un peu à récupérer. Je suis à la fin de mon mandat de gestionnaire, je suis en train de finir ma 3e année, je passe le relais à un collègue après, mais effectivement, le matériel pour nous, c'est fondamental. Et donc, depuis très longtemps, on a des soucis avec. Donc, on va faire un peu d'orthopédie. Je suis désolée, mais j'ai essayé de choisir des thématiques quand même assez simples. Donc, 50 ans, alcoolo-tabagique, opéré il y a longtemps d'une fracture du col. Il nécrose sa tête. Je crois que la nécrose, vous savez aussi ce que c'est, on est bien d'accord. Des vis qui passent à travers la nécrose. Donc, on ne va pas le laisser comme ça. Il faut qu'on aille lui enlever les vis. Sauf que, c'est pas l'opérateur qui a mis les vis qui va les enlever, mais voilà, on le programme, on essaye de commander le matériel qu'il faut pour enlever à partir d'un compte-rendu opératoire en fait qu'on n'a pas. Alors on sait à peu près quel type de vis c'est, mais il y a quand même beaucoup de choses différentes. Malheureusement, on n'a pas encore réussi à homogénéiser les têtes de vis. C'est pour ça que dans nos comptes rendus, on essaye de faire systématiquement figurer quelle est l'empreinte de la vis pour ne pas avoir un bidouillé derrière. Donc voilà, on ne l'a pas. L'anesthésiste le voit en disant attention, il ne faut pas qu'il reste trop longtemps parce que ça va mal finir. Donc on essaye de faire ça rapidement. Le jour J, il rentre le matin. En fait, il est bourré. Donc ça ne va pas le faire. Évidemment. On fait quoi ? On le garde. On le garde pour que effectivement il ne boive pas plus et que on puisse le faire le lendemain. Puis on le lave un peu aussi parce qu'on n'est pas au top là-dessus. Et l'orthopédie, on n'aime pas les microbes. Probablement pas beaucoup plus que vous quand c'est dans l'os. Et nous, on le déteste. Donc on fait quand même quelque chose. L'intervention. Sous rachis, il est un peu sédaté pour pas trop bouger. Les vis, elles sont pas faciles à trouver. On aurait bien aimé avoir l'amplificateur de brillance, mais on n'y a pas obligatoirement pensé. Donc, en fait, c'est le digestif qui met les portes à 4, qui l'a de l'autre côté. Et puis, le deuxième, en fait, il est en maintenance. Voire, il est cassé, mais on ne le savait pas. Ça commence à être franchement galère. Et puis, quand on ouvre l'ancillaire pour essayer d'enlever les vis qu'on pensait être les bonnes, c'est pas les bonnes, c'est pas le bon tournevis. Donc, on est comme... des andouilles, c'est difficile, on essaye quand même d'y arriver, ça prend 2 heures, ça est l'enfer, c'était programmé pour moins de 30 minutes, donc finalement la rachis se lève et on ne va pas faire la prothèse derrière, c'est inconcevable. Donc on s'arrête. Et ça, c'est un arrêt de procédure. On a commencé quelque chose, on ne va pas jusqu'au bout. Heureusement, on ne laisse pas quelque chose trop en plan. On pourra mettre la prothèse secondairement, mais c'est quand même un arrêt de procédure, ça ne fait pas sérieux. Les suites immédiates, évidemment, impossible à gérer. Le patient, il s'en va, il fugue, il revient en consulte au bout de 5 jours. Comme il y a un risque majeur avec la nécrose qui casse son col, etc., il faut rapidement quand même qu'on lui mette la prothèse. Donc, on va le réorganiser assez vite pour faire la prothèse, pour le récupérer. Donc, on l'hospitalise la veille, on s'est fait avoir une fois, pas deux, pour pouvoir le garder bien à jeun. Il est en premier parce que sinon, c'est pas gérable. On n'a pas eu le temps au bloc de préparer les ancillaires de pose de la prothèse. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de personnel, parce que c'est des intérimaires qui ne savent pas faire tourner le bloc, parce que malgré tous les protocoles de vérification, etc., il n'y a personne pour les faire. Vous pouvez mettre tous les protocoles de la Terre, quand personne ne peut les faire, ça ne marche pas. Alors, en pérope, c'est aussi la galère. En fait, à cause de la nécrose, il y a une raideur, il est aidé par une intérimaire qui a à peu près jamais fait d'orthopédie, il faut forcer. Waouh! Et on entend crac, et on déteste entendre crac quand on est en train de tourner pour pouvoir positionner, etc. Bon, allez, c'est pas très grave, on va se dire, on va mettre une prothèse plus longue. Ouais, mais on l'a pas, la prothèse de reprise. Et puis on n'y avait pas pensé. Elle n'est pas sur place. Donc il va falloir faire quoi? La galère, la démerde, la bidouille, où il y en a autre part, où on va... Enfin, c'est tout pourri, quoi. On va pas faire ce qu'on voulait faire, et c'est pas bien. C'est beaucoup plus long, c'est pas satisfaisant à la fin, on peut pas lui donner l'appui. Et est-ce que vraiment, dans ce contexte, pas donner l'appui, c'est une bonne idée? Au premier lever, ça va. Le deuxième jour, il se lève tout seul pour aller à la douche, il se casse la gueule et il démonte tout. Ça continue.
Et évidemment, 3 interventions en 10 jours, ça fait beaucoup, parce qu'après, on a réussi à récupérer l'ancillaire des prothèses longues, etc. Sur un terrain qui n'était pas top, même si on l'a lavé, ça ne le fera pas plus se laver derrière. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut pour que ça ne se passe pas bien. Sur un patient qui est quand même débilité à cause de son alcoolisme, ouais, on aurait pu faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Déjà, quand on doit enlever du matériel, il faut impérativement qu'on s'assure de ce que c'est comme matériel. Et les CRO, on commence à le savoir nous de plus en plus, ils ne sont pas fiables. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de CRO automatiques, qu'on ne remet pas exactement obligatoirement la référence du matériel, qu'on ne se rappelle pas qu'à un moment donné, on avait un matériel en prêt qu'on voulait essayer, mais on a mis quand même le CRO générique. Donc en fait, ce n'est pas ce qu'il y a vraiment dans le malade. Et que malgré l'obligation légale de fournir au patient avant sa sortie la fiche d'identification du matériel, et ben en fait, ce n'est pas fait la plupart du temps. Et comme le patient en plus n'en comprend pas l'impérieuse nécessité, s'ils l'ont eu un jour, ils ne l'ont plus après. Donc c'est galère. Donc si nous, rapidement, quand on voit des patients qui ont été opérés autre part et qui reviennent après des vacances, après des choses, etc., on essaie d'exiger très rapidement, parce que c'est le seul moment où ils peuvent le récupérer, vraiment, ces fiches d'identification du matériel pour les mettre dans les dossiers des patients si un jour on doit enlever le matériel. Et la plupart du temps, ils ont un mal de chien à récupérer ces documents-là. Voilà. Comment on fait pour commander du matériel ? Allô, je veux ça. Ben non, c'est pas possible. Il doit y avoir absolument une commande de matériel écrite, si possible même informatisée, transmise à plusieurs personnes. Il ne faut pas que la personne qui est censée commander le matériel au bloc soit une personne unique qui fait que après, quand elle est en vacances, le jour où vous commandez un truc, ça passe à l'as et vous ne l'aurez pas. Il faut que vous soyez au courant de la commande qui est réalisée, au courant de l'arrivée, que vous sachiez aussi qui vérifie le matériel à l'arrivée. Quand c'est du matériel extrêmement particulier, pourquoi vous n'iriez pas vérifier ? Moi, j'ai fait il n'y a pas très longtemps une prothèse de poignet. J'en fais 2 par an. Ma clinique n'a pas du tout l'habitude. C'est moi qui suis allée vérifier l'ancillaire pour être sûre que j'avais bien tout ce qu'il fallait. Parce que l'infirmière, même référente matériel d'orthopédie, comment elle peut savoir qu'il va manquer le tout petit truc qui porte le petit... Il n'y a que moi qui peux savoir ça. Donc sur des choses particulières, il ne faut pas hésiter à 48 heures, à 72 heures, à aller voir avant la stérilisation si l'ancillaire est effectivement complet, juste avant qu'il passe dans l'autoclave. Évidemment, chez nous, on essaye d'imposer à 48 ou 72 heures auparavant la vérification via une checklist matérielle que non seulement les ancillaires sont là, mais aussi les implants. Vous pouvez avoir l'ancillaire parfait, vous allez mettre une prothèse de hanche gauche, ouais, on vous a livré les droits. Ça ne va pas le faire. Pourquoi ? Parce que on n'a pas systématiquement l'obligation de vérifier, tout le monde ne fait pas assez attention, etc. Quand on a du matériel sur place et qu'on s'en sert tout le temps, c'est facile. Les gens sont habitués, ils tournent beaucoup. Vous aurez d'autant moins de problèmes que vous avez, quand vous êtes dans une équipe, tous les mêmes pratiques et tous les mêmes ancillaires pour faire les mêmes choses. Mais si le docteur X, il a la truc de ce labo, et puis l'Y de ce labo, et puis le Z de celle-là, là, ça va augmenter les choses. Il faut arriver dans un établissement à être suffisamment cohérent dans l'équipe de la même spécialité pour utiliser autant que faire se peut les mêmes ancillaires et les mêmes produits. Ça réduira énormément vos problèmes. Et au moindre doute, on n'y va pas. Il manque un implant qui est probablement celui que vous allez mettre, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas et on reparlera beaucoup du no-go après. Hein, mais voilà, le no-go, c'est pas j'ai mal fait. Le no-go, c'est j'ai une procédure de sécurité qui fait que je ne vais pas être dans la panade derrière et que ça ne va pas être bien pire que si j'y suis pas allée. Il faut vraiment ancrer ça dans l'esprit de tout le monde et il faut l'avoir anticipé. C'est-à-dire que dans les consentements éclairés et quand vous discutez avec le patient, il doit y avoir écrit, vous devez avoir dit, si je n'ai pas toutes les conditions pour faire ce que j'ai prévu dans de bonnes conditions, voire même qu'en opératoire, je me retrouve dans des conditions qui ne vont pas aller, je peux être amené à m'arrêter. Il faut en être conscient. Nous, sur les ablations de matériel, on dit
entre autres, on dit systématiquement, vous vous réveillerez peut-être avec votre matériel. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient trop dangereux de l'enlever, ou quand je n'ai même pas ce qu'il faut pour l'enlever, je ne vais pas l'enlever, je referme. Et donc, à Orthorisque, on a fait une étude sur ce no-go depuis longtemps, et en fait, le no-go après anesthésie et donc avant incision, on reparlera des définitions, mais le no-go, c'est on ne va pas faire la procédure, même si l'anesthésie a été faite. D'accord ? On n'a pas ouvert, on n'a pas incisé. Et donc le no-go, dans 95% des cas, les patients vous gardent leur confiance. Ils continuent avec vous dire « Oh, merci docteur, je comprends très bien, il n'y a pas de problème. » Alors c'est sûr qu'il faut aller lui expliquer que vous en avez à travers la gorge, de dire ah « ouais, c'est la sté qui a encore fait n'importe quoi, c'est la commande qui a pas... » C'est pas ça qu'il faut dire au patient, bien sûr. Il faut aller lui expliquer que vous n'étiez pas dans les bonnes conditions, que vous n'avez pas pu le faire, etc. Et évidemment, on ne va pas donner une faute sur quelqu'un d'autre. Le principe de la gestion des risques, c'est qu'on est tous ensemble, et qu'ensemble, on analyse les problématiques et qu'ensemble, on porte les choses. Oui, mais la plupart du temps, le couillon qui va dire au patient qu'il est annulé, c'est vous. On est bien d'accord. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça doit faire derrière partie des choses qu'on va discuter ensemble pour pouvoir avancer et pour pouvoir. Donc, on ne bidouille pas. On n'y va pas. On n'y va pas. Hein, c'est vraiment le no-go, c'est quelque chose qui est une procédure de sécurité. Et ça évite quoi ? Ça évite votre stress à vous. On est en train, dans le cadre de la certification périodique et du fait de mettre dans notre accréditation les piliers de la certification, il y a cette gestion de la santé du praticien. Si on est moins stressé, on va faire moins d'infarctus, on va faire moins de problèmes, etc. On va faire moins de burn-out. Nous, on a aux alentours de 13% de nos orthopédistes qui se déclarent totalement en burn-out. Il y en a 25% qui disent qu'ils ne vont pas bien. C'est énorme, avec la pression qu'on a au-dessus, etc. Donc, voilà. Donc, le stress du chirurgien, le stress de l'équipe, ça ne sert à rien de pourrir la vie de tout le monde, etc. Autant être tranquille et on peut faire les choses. On commence. On a dit, j'y vais quand même. Et puis, vous allez vous acharner. Vous allez encore plus loin et ça va finir en catastrophe. Effet tunnel. Si personne ne vient vous dire stop, il faut t'arrêter. Là, sur l'histoire d'avant, si le chirurgien s'était dit je vais quand même mettre la prothèse la première fois alors qu'il avait encore moins de choses que la deuxième, mais on arrivait à une catastrophe totale. Parce qu'il aurait voulu complètement s'acharner dans cette histoire. Une fois que j'ai enlevé le matériel, je vais quand même mettre la prothèse, etc. Non. Et après 2 heures de galère à enlever du matériel, vous n'êtes pas bien pour faire un truc... qui est quand même un peu compliqué, etc. Pensez aussi à vous. Pensez à ce que vous allez donner au patient. Est-ce que vraiment vous allez être dans les meilleures conditions pour lui faire ce que vous lui avez vendu comme chirurgie et comme résultat ? La réponse est non. On reste des humains. Hein, vous me voyez avec un corset, comme n'importe qui. Je me suis vautrée dans les escaliers, je me suis cassé une vertèbre. Et voilà, ça arrive à tout le monde, nous aussi. Hein, donc on n'est pas... des surhommes, des surfemmes, et des fois, il faut savoir se poser. Tout ça pour la sécurité du patient et celle de l'équipe et la nôtre. L'arrêt de procédure, là, on a quand même commencé. On avait a priori tout ce qu'il fallait, mais on se retrouve dans une situation où, en fait, continuer va être pire que s'arrêter. Et l'idée de dire, nous en orthopédie, beaucoup pensent, oui, mais réopérer à 24 ou 48 heures le patient, ça augmente l'infection. Non, ce qui va augmenter l'infection, c'est les dégâts tissulaires, la durée opératoire d'une intervention qui ne se passe pas bien. C'est ça qui va augmenter. Alors que si vous considérez qu'à un moment donné, continuer, c'est trop long, vous n'avez pas ce qu'il faut, vous n'allez pas bien faire, etc., on arrête, on ferme, on reprend à 48 heures, on a le bon matériel, on se fait éventuellement aider par un collègue. C'est pas grave, c'est pas honteux de dire c'était tellement difficile la première fois et ça va être tellement compliqué là. Pourquoi on ne serait pas 2 orthos pour faire telle chose ? Parce que tu verras des choses que je ne verrai pas et inversement. Nous, on est 14 dans notre établissement et régulièrement sur les choses compliquées, on est 2 orthopédistes. Pas parce qu'on ne sait pas faire, mais parce que comme c'est suffisamment compliqué et qu'il faudra potentiellement s'adapter à des choses, même si on a essayé de tout prévoir qui n'étaient pas prévues, à 2, on réfléchit mieux que tout seul, tout simplement.
Alors là, par contre, l'arrêt de procédure, les patients, ils n'aiment pas. Hein. Ils n'aiment pas. Et là, quand ils peuvent s'en aller, ils s'en vont et ils font un certain nombre de fois, effectivement, des procédures. Donc, la chirurgie, elle, a des complications. On ne peut pas imaginer qu'on n'ait jamais de complications. Il y a des aléas, on ne peut rien y faire. Donc, on les assume, mais on sait aussi se poser, s'arrêter, réfléchir. Reprogrammer. Reprogrammer, c'est bien. Mais on ne peut pas reprogrammer en disant à la secrétaire, vous le décalez de là à là. Parce que le matériel, il n'aura pas été recommandé. L'état du patient peut avoir changé. On s'est retrouvés, nous, après le Covid, avec des aggravations énormes des pathologies des patients, en particulier sur la coiffe des rotateurs, sur les épaules, où était programmée avant l'arrêt Covid telle intervention. Les gars l'ont reporté à après le Covid quand on a pu commencer. Sauf que ça n'était plus du tout les mêmes conditions. On ne reprogramme pas un patient sans l'avoir revu, sans avoir éventuellement, si le temps est grand, refait de l'iconographie, en tout cas nous concernant, pour adapter effectivement ce dont on va avoir besoin comme matériel, comme prise en charge, etc. Peut-être que la première fois, c'était parfait en ambu, mais qu'en fait, on ne sait pas que depuis, son conjoint est parti, que depuis, même si l'anesthésiste le revoit, il y a eu beaucoup de problèmes de santé, et que depuis, au lieu d'habiter dans une maison au rez-de-chaussée, il est au 4e étage sans ascenseur pour une prothèse d'hanche, etc. Donc, reprogrammer, ça veut dire revoir le patient et reprendre tout à partir de zéro. Ça peut être 3 minutes, parce que rien n'a changé, ok, super. Mais la seule personne qui puisse effectivement reprogrammer un patient, c'est nous. Parce qu'il n'y a que nous qui sachions effectivement si d'autres choses n'ont pas changé. Et de la même façon, quand ça devient plus compliqué, il faut potentiellement aussi avoir peut-être plus de personnel. Une reprise de prothèse qui était décelée un peu avant le Covid et qui, 2 ans après, est complètement démontée dans tous les sens, ça ne va pas du tout être non plus la même difficulté par opératoire. Et peut-être qu'au lieu d'être simplement 2 sur le champ, il faudra qu'on soit 3. Parce que c'est plus compliqué. Il faudra une instrumentiste plus une aide opératoire, etc. Donc toutes ces choses-là, elles sont complètement à revoir et c'est à nous de le faire. Personne ne peut le faire à notre place. Donc les pièges vis-à-vis du matériel, c'est évidemment que la commande soit correcte. Donc moins il y a de recopiage, mieux c'est. Il ne faut pas que ce soit la secrétaire, il ne faut pas que ce soit un fax qu'on envoie qui sera recopié, puis qui sera mis dans un programme, puis qui... Non. L'idéal, c'est le chirurgien qui met en direct dans le logiciel de programmation ce dont il a besoin de façon claire. On n'a pas partout tout ça, mais il faut essayer d'arriver à ça. Il faut qu'effectivement la commande soit vérifiée quand elle arrive et qu'elle soit en adéquation avec vos besoins. Parce que parfois, on met un intitulé qui n'est pas complètement compris, qui est potentiellement retranscrit mal et que le labo ne comprend pas non plus et vous envoie pas non plus la bonne chose. Donc vraiment, toutes ces difficultés, nous, on les a malheureusement un peu trop. La checklist à 48 heures, elle est fondamentale. Et pour les choses que l'on partage tous ensemble, l'ampli, les colonnes d'arthro, si ce n'est pas intelligemment réparti, on ne peut pas en avoir une par chirurgien, évidemment. Un gros ampli, c'est 120 000 €. Un petit ampli, c'est 80 000 €. Donc quand déjà vous avez un petit, un grand, quand vous avez 14 orthopédistes et que par jour on peut être jusqu'à 4 à opérer, obligatoirement ça va poser souci. Si vous les partagez aussi avec d'autres spécialités comme le digestif, comme comme l'uro pour les colonnes, comme la gynéco pour les colonnes, il faut impérativement qu'on sache sur un programme en parallèle à un moment donné comment on organise l'ordre des patients vis-à-vis des salles, vis-à-vis des jours. Et on peut être amené, s'il n'y a pas de conseil de bloc, à se retrouver au même moment en parallèle à devoir utiliser les mêmes outils. Donc ce n'est pas possible, il faut aussi les mettre dans la programmation, ces outils-là. Quitte à devoir changer un ordre de programme opératoire, quitte à devoir donner des consignes certains jours, s'il y a 3 orthopédistes qui font tous les 3 de l'arthro, effectivement, et qu'il n'y a que 3 colonnes, déjà c'est un peu limite parce qu'il faut toujours une de plus au cas où, mais voilà, déjà ça s'est tendu, mais si le gynéco ou l'urologue, ils ne pourront pas
utiliser des colonnes. Donc ce jour-là, il faudra qu'il fasse autre chose, etc. Donc ça, c'est vraiment le conseil de bloc. Et comme je vous ai dit, hein, on reprogramme comme pour une première fois en revoyant les patients. Donc quand il y a doute, il n'y a pas doute. On s'arrête. Quitte à ce qu'on s'arrête que temporairement. On peut effectivement, j'ai pas le matériel là, j'ai un souci d'implant, on m'a envoyé les droits, ok, pour une prothèse. On s'arrête. On ne va pas inciser le patient, on réfléchit. Qu'est-ce que j'ai comme problème? Qu'est-ce que j'ai sur place comme matériel alternatif? J'ai pas. Est-ce que je le connais? J'ai pas, ça règle le problème. Est-ce qu'on peut l'avoir est-ce que vous avez des protocoles d'accord avec les établissements autour pour récupérer un ancillaire ou quoi que ce soit? Sauf que quand on déplace un ancillaire stérile d'un endroit à un autre, il n'est plus stérile. Il faut le faire repasser à l'autoclave. Et un cycle d'autoclave, c'est pas fiable. Vous pouvez très bien ne commencer jamais en vous disant c'est dans l'autoclave, je vais l'avoir. On a eu comme ça, nous, un patient, un événement indésirable, 6 heures d'anesthésie pour rien. 6 heures. Du délire. Parce que ça avait été renvoyé une fois, c'était pas les bons trucs, on pensait que c'était dedans, ça n'avait pas été refait. 6 heures. C'est hallucinant. Le tout pour une prothèse de hanche toute simple. Donc, évidemment, vous imaginez que le patient, à la fin, il avait 2-3 courbatures, hein, on va dire. Voilà, donc, quand il y a doute, il n'y a pas doute. On s'arrête. Réveiller un patient ou refaire après une autre anesthésie, c'est pas grave, il ne vous en voudra pas. Vous lancez, vous retrouvez dans la galère, être enfermé dans un tunnel, bidouiller, faire de la chirurgie toute pourrie, non. Voilà pour le premier. Est-ce que vous avez des questions? Ok, j'ai endormi tout le monde, nickel. Merci France d'abord de cette présentation, cette première partie. Moi j'ai bien aimé cette approche de dire arrêter une intervention, ne pas y aller, c'est pas un échec. Il faut aussi on a une pression comme ça qu'on se met parfois soi-même sur le dos et de façon totalement inutile et en fin de compte on prend des risques énormes pour nos patients et ça c'est pas bien. Donc il faut arriver à changer un peu les mentalités, dire que ne pas y aller, c'est pas forcément un échec, c'est qu'on n'a pas les moyens, comme tu le dis, de bien travailler. Dans ces cas-là, on ne le fait pas. On ne va pas prendre une voiture qui n'a que 3 roues. On s'arrête et c'est tout. Et donc ça c'est important et c'est effectivement une culture un petit peu que apparemment nous dans le cadre de l'audit qu'on a fait qui n'existe pas vraiment. On a toujours l'impression de vouloir y aller et de se débrouiller quand même. Ça c'est. Parmi vous, qui a déjà fait un ou plusieurs no-go? 1, 2, la moitié. Ok, même un peu plus. Oui, ça apparaît tout doucement, mais c'est vraiment pour nous apparemment quand même un petit peu difficile quand même. Hein, et donc ça c'est bien. Et j'ai aussi bien apprécié ta série là mettait où évidemment on y va et on va le risque majeur c'est effectivement le risque de tunnel, c'est-à-dire qu'on va s'enfoncer progressivement dans son erreur, s'isoler du reste du monde et terminer parfois dans des catastrophes. Donc vraiment tout ça c'est des notions un peu culturelles qu'on doit un petit peu s'imprégner pour éviter des catastrophes. Merci de nous avertir de tout ça. D'autres questions, remarques? Alors, merci pour votre présentation. J'ai tout de même l'impression qu'il y a un certain nombre de problématiques sans nous dédouaner de modifier nos procédures de sécurité qui sont quand même imputables à l'organisation des cliniques, notamment un certain nombre de procédures de stérilisation, le manque de personnel, on connaît ça de manière récurrente. Comment est-ce qu'on peut faire pour les impliquer un peu plus et les forcer ou les obliger de leur côté à atteindre certains critères de sécurité? Alors, oui, évidemment, c'est l'établissement. Oui, évidemment, c'est son personnel. Oui, mais en fait, c'est vous. C'est vous, parce que de toute façon, à la fin, c'est vous. Donc, à partir de là, il faut arriver à travailler ensemble. Alors, ça nous demande énormément d'énergie, mais de faire systématiquement des fiches d'événements indésirables. Au bout d'un certain temps, les établissements, ils n'aiment pas. Quand ils ont leur certification, quand l'équipe vient et qu'il y a 10, 15, 20 événements
indésirables sur la même thématique sans qu'il y ait eu d'amélioration après, ça ne fait pas bonne presse. Alors oui, c'est de l'investissement à un moment donné, de se dire il faut effectivement que les équipes de stérilisation soient au niveau. Il faut qu'on ait fait des protocoles ensemble avec ce que l'on attend et ce que l'on demande. Il faut participer aux instances. Le conseil de bloc, il ne va pas se faire avec les autres. Ou alors s'il se fait avec les autres, tant pis pour vous si effectivement vous n'avez pas votre matériel. Il faut qu'il soit... Moi, je considère que dans le conseil de bloc la semaine précédente, pour vérifier, donc il faut le faire à 1 semaine à l'avance, pour avoir le temps de récupérer ce qui manque. Mais si effectivement, il n'y a pas quelqu'un de votre spécialité ou qu'il n'y en a pas une de chaque spécialité qui est capable de dire « Ah bah oui, pour là, il faudra ça, pour ça, si ce n'est pas écrit dans la programmation, tant pis pour vous si vous n'avez pas vos trucs. » Ouais, il faut s'impliquer. Alors, ce n'est pas notre métier, on est bien d'accord. Mais comme à la fin, de toute façon, le patient ne serait pas là si on n'était pas là et si on ne l'avait pas programmé, ça vous retombera sur le coin de la figure. Donc, il faut s'impliquer. Jusqu'à petit à petit, rebasculer de l'autre côté. Une fois que vous avez fait 50 fiches d'événements indésirables qui ne s'est rien passé, etc., à la certification, votre établissement, il a une fiche alerte sur justement telle ou telle chose. La personne qui s'occupe de la qualité dans votre établissement va venir vous voir dardard en disant « on va peut-être faire un petit protocole ». Parce que, voilà, c'est... Le seul levier qu'on ait, c'est d'impliquer les praticiens et de faire des fiches d'événements indésirables. Sauf si vous êtes le meilleur copain de la directrice, que tout le monde a hyper envie de travailler avec vous, etc. Mais ce n'est pas vraiment partout comme ça, loin de là. Donc quand vous avez du mal, quand ça n'arrive pas à avancer, etc., malheureusement, votre seul biais, c'est la fiche d'événements indésirables et de demander des RMM après sur ces sujets-là pour réellement impliquer les gens. La RMM, elle est obligatoire dans les établissements au moins 1 fois par an. Je ne peux pas imaginer qu'on n'ait pas des sujets pour en faire immensément plus. Et il y a des établissements où il n'y en a même pas. Et donc là, on se dit, mais ok, l'engagement dans la qualité, il est où? Il est nulle part. Donc, il n'y a pas de raison d'exiger, de ne pas exiger, de ne pas travailler dans des conditions dégradées. Donc, conditions dégradées, on les a acceptées au fur et à mesure, tous, tout le temps, parce que on n'a pas tout à fait, ouais, on va faire quand même, puis on a une intérimaire, on va faire quand même. Donc, de la même façon, les intérimaires, on a beaucoup travaillé dessus, au moment où il y a eu cette espèce de rush post-Covid absolument dramatique, effectivement, ils arrivaient à l'arrache, n'importe où, n'importe comment, pas formés, même ne sachant même pas parfois faire d'orthopédie. Ça, c'est pas possible. Donc, on a fait, il y a 2 ans et à nouveau cette année, à Orthorisque, des recommandations à ce sujet-là. On ne fait pas de chirurgie compliquée si on ne sait pas avec qui on est et si la compétence de cette personne est validée ou pas. Et quand un intérimaire arrive pour la première fois, il faut qu'il y ait un accueil pour savoir, pour lui expliquer comment on va travailler. Et de la même façon, la checklist, elle est là aussi pour un brief préopératoire et un débrief post-opératoire. Ça peut vous prendre 2 minutes d'avoir l'anesthésiste, la penseuse, l'instrumentiste, en disant voilà, on va avoir ça, ça, ça à faire, on peut avoir ça comme problème. Est-ce que vous savez où est ce matériel-là s'il y a un souci? Donc oui, il faut s'impliquer beaucoup plus. Ça ne peut pas rouler tout seul. Le chirurgien qui arrive, on lui met les gants, il fait le geste, il s'en va, c'est fini. Ça, c'est terminé. On est obligé... Ouais, ah bon ouais, mais c'était avant. Maintenant, on est obligé de s'impliquer beaucoup plus. Il y a un micro, je ne sais pas où, voilà, à côté. Une petite question qui peut paraître triviale. En fait, nous, on a, avant que les patients rentrent en salle opératoire, une zone qu'on appelle la zone filtre, zone d'accueil des patients. Et à cet endroit-là, on rattrape pas mal de coups, on va dire. Est-ce qu'on peut considérer quand le patient n'est pas encore en salle opératoire et qu'on finalement on va décaler un patient, souvent ce qui se passe c'est un retard, mais il attend dans une zone en fait, cette zone filtre en fait où on va faire passer un autre patient. C'est un no-go temporaire. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un no-go? Parce que c'est vrai que ça. C'est un no-go temporaire. Le temps de, on s'est arrêté, on n'a pas ce qu'il faut, on s'arrête. Mais disons que ça perturbe pas souvent l'enchaînement du. Ah bah si, ça fout le bazar. Dans les salles parce que nous globalement sur une intervention d'1h30, si vous devez la reculer, que le patient d'après il n'est pas arrivé, oui. Donc ouais, ça vous met le bins et le dernier il va sauter. Vous le savez. Oui. Bon, sur des gestes plus courts, voilà. On peut intercaler si les patients sont déjà là, mais moi sur du flux tendu en ambulatoire.
le patient d'après, quand on commence le premier, il est à peine là. Donc, c'est compliqué. Donc ça, parce que c'est vrai que si on ne les considère pas comme no-go, on perd en fait en volume de no-go. Voilà ce que je veux dire. Oui, mais c'est un no-go temporaire. D'accord. Vous vous êtes arrêté parce que vous aviez un problème, vous avez analysé le problème, vous avez essayé de régler le problème, il est réglé, ça repasse au vert et on peut continuer. Ok ? Oui, mais pourquoi pas ? Ça veut dire qu'effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait un souci, on va le régler. Et si vous en avez beaucoup, il faut aussi travailler à pourquoi il y en a beaucoup. Et donc remonter sur tout ça. Nous, on a beaucoup de soucis avec, par exemple, les radios. Les patients ne les ont plus puisque ces de radiologues nous donnent des CD ou des accès PACS qu'on n'a pas. Et les CD qu'on n'a pas le droit de mettre à cause du RGPD dans nos ordinateurs. Donc, cherchez l'erreur. Et quand vous êtes sur un accès PACS, en fait, on vous met en haut que ce sont des images qui ne sont pas compatibles avec un diagnostic. Donc, le seul truc qui soit indispensable, c'est le papier. Donc moi, je renvoie mes patients chercher le papier. Si les radiologues ne veulent pas, on refait l'examen. Mais je ne ferai pas de la chirurgie un peu compliquée, intra-articulaire du poignet sur un scapholulaire ou autre, si je ne suis pas sûre, moi, d'avoir vu les images. Le radiologue, il raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Quand les patients me disent « Mais qu'est-ce qu'il a dit, le radiologue ?» D'abord, je ne regarde pas les comptes rendus. Mais quand je suis obligée parce que le patient veut des explications, mais vous tombez des nues. Vous tombez des nues. Et de la même façon, 30 ans de conservation d'imagerie. En fait, non. Au bout de 3 mois, sur leur serveur, ils ont tout viré. Donc, si vous ne les avez pas, que le patient ne les a pas, et que dans 30 ans, le modèle des CD, il ne marche plus dans les lecteurs, vous n'avez que le compte-rendu pourri du radiologue. Ah, ça ne va pas le faire. Hein. Ok, pilori. Donc, non. L'imagerie, voilà. Mais ces problèmes d'imagerie, ils sont énormes. Alors, les radiologues, ils demandaient si les radiologues ont une obligation de conservation. La réponse est normalement oui. Normalement. Sauf que, comment vous allez récupérer 30 ans après l'imagerie sur un serveur qui a été crashé 3 fois, qui a eu une cyberattaque, voire qui a brûlé, c'est mort. Donc ils ont l'obligation, mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire ? Rien. Allez, on va se faire pardon. J'ai un petit commentaire, Laurent Guyot, je suis au CHU de Marseille. Je voulais dire que j'ai adoré votre exposé, mais souvent, derrière, effectivement, comme vous l'avez signalé, derrière des problèmes de matériel, il y a des problèmes humains. Notamment, on en a parlé déjà, mais je voudrais, pour ceux qui en ont, quand il y a le changement des internes le 1er ou le 2 novembre, c'est des moments à risque. Et en fait, quand faut pas se faire opérer à ce moment-là. Exactement. Jamais. Exactement. Jusqu'au 15 novembre. Les pires événements indésirables qu'on ait eus, c'était avec des intérimaires. Souvent des infirmiers ou des anesthésistes d'ailleurs, hein, parce que le loup peut arriver masqué. Et le pire moment, c'est quand vous avez en même temps le changement des externes, des internes, des chefs de clinique, des assistants, de l'interne d'anesthésie, du chef de clinique d'anesthésie et l'arrivée de l'école de bloc. Et là, par expérience, donc avec un peu de recul, maintenant je commence à être un peu senior, je sais que le 2 novembre, si c'est mon jour opératoire, je mets 2 bricoles. Deux bricoles sans matériel, ouais, et que vous pouvez faire tout seul, même sans anesthésiste. Le truc le plus simple, voilà, c'est pour les plus jeunes, mais en établissement privé, il y a la même chose à mon avis avec les intérimaires. Il y a des moments où il y a notamment les congés scolaires, etc. C'est des moments à risque. Et quand on sait, quand le cadre vous dit « Ah, mais on risque d'avoir des problèmes, je ne sais pas moi, le 10 janvier, putain, ne mettez pas de patient ». Voilà, c'est de la prudence. On va se faire un petit film qu'on arrêtera au fur et à mesure, qui va aussi vous éclairer sur... Donc en fait, à Orthorisque, on fait régulièrement des films à viser de travail en équipe pour discuter tous ensemble, qu'on met dans nos bilans. Et donc ça, c'est un des films qui a été fabriqué pour ça. Une chute en scooter, oui. Donc j'ai été opérée en Thaïlande, oui. Tout s'est bien passé et je suis rentrée. Et là aujourd'hui, ça fait quelques temps déjà que ça me gêne,
Pourquoi ça vous gêne maintenant alors que ça fait 18 mois quasiment? Parce que là j'ai repris mon entraînement, je suis gymnaste de niveau, donc très sportive, et là c'est vrai qu'au niveau des appuis, la rotation, je sens que ça me gêne, c'est douloureux. D'accord. Alors je suis un peu embêtée, j'ai pas trouvé mon compte rendu. Bon, écoutez, nous on a fait des petites recherches, ma secrétaire a appelé l'hôpital en Thaïlande. A priori, la plaque est identifiée, on a reçu le compte rendu opératoire. Dans le doute, on aura toujours une commande d'un matériel particulier pour pouvoir enlever et retirer tout type de plaque ou de vis. Comme ça, on blinde l'intervention et on peut faire face à toutes les situations. Ok. D'accord. On peut faire une petite pause? Donc, il s'est quand même donné vachement de moyens, hein, le collègue. On a appelé en Thaïlande pour savoir. Il voit 2 fois la patiente avant de la programmer. Ok, mais c'est ce qui est recommandé maintenant. Hein, quand on pose une indication opératoire, on a, parce qu'on est de moins en moins quand même, des délais non négligeables. Et donc, en fait, il est recommandé de revoir le patient quelques jours avant l'intervention pour verrouiller les choses et pour vérifier que ça n'a pas changé depuis qu'on l'a programmé, si on l'a programmé 2 ou 3 mois auparavant. Bien vérifier qu'on a les bonnes radios, qu'on a le compte-rendu, qu'on a bien le matériel, qu'on a bien, etc. Donc, de plus en plus, sur la chirurgie un peu compliquée, sur la chirurgie prothétique, il est recommandé de revoir les patients sur une 2e consultation. Rappelez-vous que quand on dit à un patient « opération », il est en blackout. Et que de tout ce que vous avez pu raconter et donner comme information, les études montrent qu'ils en retiennent 20%. Et vous donnez plein de papiers. Ils doivent les lire. Vous ne croyez pas que j'allais lire tous vos papiers, non ? En fait, ça serait bien que vous les ayez eus. Mais en fait, ils s'en fichent. Donc voilà, vraiment, l'information, les consignes, etc. Rappelez-vous, on dit opération, il y a un blackout. Donc s'il n'y a pas quelqu'un avec eux, s'il n'y a pas, etc., il faut vraiment penser à revoir les patients. On relance. Histoire de... un truc un peu plus précis. Ah oui, elle, c'est une championne de gymnastique. C'est 2 os d'avant-bras. 3-5, par contre, il faut absolument qu'on ait l'ancillaire discacé. Oui, pas de souci, il est stérile, il est sur la prépa. C'est vu ça. Okay. Oui, c'est vu, c'est prêt. Et après, qu'est-ce qu'on a encore en cours là? Ligament. Bonjour Madame Granger. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Prête pour le grand jour? Ça y est, oui. Bon, on va retirer le matériel, Oui. la commande pour avoir l'ancillaire pour les vis Oui. et tout, on a tout ce qu'il faut. Ok, super. Donc c'est parti, dans 5 minutes, on prépare la salle et on y va. Parfait. A tout à l'heure. À tout de suite, merci. A tout de suite. Docteur, on Ouais, a un petit souci pour la blâmate suivante. Ouais. On n'a plus le matériel. Votre associé dans la salle d'à côté vient de s'en servir sur la trochéoplastie. Donc là, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que ce matériel, on en a besoin. On fait une pause. C'est parce qu'il y a dedans. Tout à fait. Voilà. Vous l'avez tous vécu, ça, j'imagine. On est bien d'accord. On n'en veut pas au collègue d'à côté, il était dans la mouise. Ah oui, mais t'es dans la mouise. Donc, ok, il nous a piqué le matériel. On n'a que l'éventuelle commande qu'on a faite. On fait quoi? No go. Ouais, ça serait raisonnable. Allez, on continue. J'arrête. Putain, c'est chiant. Après, De toute façon, je vais pas on peut le repartir en ST tout de suite ou pas? oui, ça repart en ST Dans de suite. 3 heures. Ouais, 3h30. On va faire ça. Appelle la cadre. Ok, Elle me confirme qu'on puisse l'opérer en fin de journée d'accord. après le programme, quoi. Sinon c'est la merde. Elle en plus, elle a les championnats et tout, elle va mettre une pression d'enfer. On n'ira pas. Elle est pas de grande, quoi. Mais là c'est un cas exceptionnel. Il n'y a pas de cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel, c'est une championne de gymnastique et tout. 17h, je ne peux pas, c'est impossible. Donc là j'annule le programme, quoi. En tout cas j'annule cette patiente. Mais on annule, on la reporte, je suis désolée, mais on ne peut pas faire autrement. Sans personnel, sans anesthésie, c'est impossible. Impossible. Bon mais c'est tout alors. Putain, je vais aller la voir et puis je vais lui dire c'est pas possible. Ben oui, ben je suis Madame Monfer, Oui. on a un petit souci. Le matériel qu'on avait prévu pour enlever les plaques n'est plus disponible. Donc je me pose la question quand même de savoir si on a intérêt à continuer cette intervention
de s'arrêter là, parce qu'a priori, on ne va pas être en sécurité maximale si on a un petit souci sur une des vis, par exemple. Ok, mais je comprends pas, il y a 5 minutes, vous m'aviez dit que le matériel était prêt. Oui, on m'avait annoncé que tout était là. Malheureusement, un de mes associés en a eu besoin dans une autre salle pour une autre opération, et du coup, il s'est destérilisé. Je ne les ai pas à l'heure actuelle, je ne l'ai pas. C'est sûr qu'on ne l'aura pas pour cette intervention si on continue. Ok, mais bon, moi là, mon bras il est endormi. Moi j'ai posé ma journée pour venir me faire opérer. J'ai mes entraînements qui arrivent. Oui. C'était prévu qu'on m'opère aujourd'hui. Moi j'ai envie qu'on m'opère aujourd'hui. Oui, mais vous comprenez quand même que si on maintient l'opération, on va prendre un risque supplémentaire, que ça se passe peut-être pas exactement comme on souhaitait. En tout cas, que ce soit un peu plus long ou qu'il y ait un petit peu de difficulté, quoi. Oui, non, mais je comprends. On a tous vécu la pression du patient. Elle a posé sa journée, ouais, so what, moi aussi. Elle a des championnats, ok, mais c'est pas mon problème. Je suis un jeune chirurgien peut-être un peu influençable. Je me dis que j'aimerais bien récupérer les gymnastes du coin, etc. Est-ce que ça doit rentrer en ligne de compte ? Eh ben non, mais c'est vachement dur de résister à ça quand on est au bloc. Et de la même façon, on reporte en fin de journée. Ben oui, mais il n'y a pas de penseuse, il n'y a pas d'anesthésiste, il n'y a pas de ça. Et évidemment, personne ne veut faire d'effort. Mais ce n'est pas vraiment un effort, c'est de se retrouver à nouveau dans des conditions dégradées de garde avec des gens pas habitués, etc. Donc même le fait de le faire plus tard et de se dire je vais le faire après un cycle de stérilisation, déjà là, ce n'est pas une bonne idée. Donc, de toute façon, on avait déjà dit qu'il fallait qu'il s'arrête. Faudrait vraiment qu'il s'arrête. On va enchaîner ? Bien, mais bon, moi, vous m'avez dit que le matériel était prêt, le matériel il devait être pour moi, donc vous trouvez une solution. Moi, je vais être opérée aujourd'hui. Vous vous rendez pas compte, j'ai mon entraînement, j'ai la compétition qui arrive, il y a des mondiaux, donc il faut trouver une solution. Bon, on a un peu du matériel, hein. on a ce qu'il faut, on a sûrement des tournevis dans la clinique qui sont... On connaît votre plaque, donc on sait qu'on a les bons tournevis, tout ça. C'est juste besoin de plus, que vous allez chercher ce matériel et puis vous faites avec. Je vais voir... bon d'accord, on maintient l'intervention. Oui, moi je vais on prend ce petit risque-là. Oui. Et puis on y va. Quoi. Voilà, okay. Je vous attends. Bon. C'est bon. Bon allez, on y va. Je fais la checklist. Vous êtes prêts à vous écouter ? J'écoute. D'accord. Donc là, on est avec Madame Grangère et Hermione. Elle vient pour une ablation de plaques pour les dos. Donc le matériel, on est d'accord, on n'a pas tout, mais ça a été validé avec la patiente. La patiente, elle est consciente ? Oui. Vous avez validé aussi ? Oui. Mais on a tout ce qu'il faut, on a beaucoup de matériel pour faire ça comme il faut. Allez, si tout le monde est d'accord, je suis à droite. Bon, ça se passe super bien, hein ? Mais tant mieux. Ouais. Comme ça, ça va être top pour la reprise des entraînements et tout. Ouais. Ouais. Je prépare ça aussi pour rentrer à la tête. Purée. Ça fait rien, hein ? Attends, je vais forcer un peu. Je commence à avoir des fourmillements bizarres. Ouais, c'est normal. Il y a combien de temps là ? On a 1h30 de garde. Il est encore monté parce que ça fait... Ça me serre un peu dans le bras, dans le haut du bras. Ouais, ça va, on va se dépêcher, ça, vous n'aurez pas le temps d'avoir mal, n'hésitez pas. Ben, je commence à avoir mal là, justement. Ok, on se dépêche. Ça ne fait rien du tout, quoi. Les deux, ça marche pas, la mèche. Ouais, j'ai cassé la mèche. C'est pas adapté, ça va pas aller. Je fais quoi ? Je prends un micro aussi. On va passer sous la plaque et éliminer les... Ça va là, le bras, ça va, c'est supportable ? Non, ça me fait mal quand même. Dès que vous touchez, ça me fait mal. Ouais. Ça me fait des fourmis de partout, ça me serre en haut. Ouais. C'est très désagréable. Bon, écoutez, je fais ce qu'il faut, on va y arriver, ok ? Ben oui, mais bon, ça me fait mal. Allez, on y va là. Je prends la scie, ok ? On y va. Non, je vous dis que j'ai mal. Arrive. Ça me serre. Arrive. Ouais. Réfléchissons 2 minutes. Là, Là, j'ai mal au on bras. va enlever le bloc. Là, Ouais, bah, là, j'ai ça enlevé, je vais découper, c'est une heure et demie, quoi. On prend de suite, t'as pas le bon matos, tout ça. On va réfléchir, on va poser un peu. Donc
peut la reprendre demain, la boîte sera restérilisée, on va trouver des solutions, mais là, il faut briquer. Moi, à mon avis, c'est pas mort, là, il faut s'arrêter, parce que là, elle va pas tenir. Il reste 2 vis. Là, je J'ai pas essayé encore le... Non. Écoute-moi. Là, ça me gêne, j'ai mal. Quand on doit s'entendre, tout ça, là, il y a un moment, stop ta procédure. Tu fermes. Ah, ça fait chier quand On même. commence demain, on fera l'anesthésie, on va tout s'organiser pour que ça se passe bien. Et là, il faut arrêter. Aïe, Franchement, il faut arrêter. vous me faites mal. Oui, on va s'arrêter, c'est bon, madame. ça va. On a discuté bon. avec l'anesthésiste. Le bloc il fonctionne plus assez. Il y a encore du boulot. Je n'y arriverai pas aujourd'hui, donc je referme. Voilà, donc je vais rester avec mes vis là. Oui, là, vous restez avec 2 vis et une plaque. Oui. Et quand est-ce qu'on va l'enlever? On va reprogrammer, je pense, demain. On va regarder ça. Voilà. Une autre fin, c'est il n'écoute pas l'anesthésiste, il continue, il casse l'os. C'est dommage, parce qu'il a forcé encore un peu plus. Donc, voilà. On s'était dit au début, il fallait s'arrêter, on est bien d'accord. Mais un de nos problèmes maintenant en orthopédie, c'est que, alors peut-être vous beaucoup moins, mais nos malades sont sous anesthésie loco-régionale. Ils sont vigiles, et donc ils interviennent. Ils continuent de nous mettre la pression. Elle aurait été soulagée, il aurait arrêté depuis longtemps, évidemment. Hein. Parce que ce n'est pas prévu initialement avec le patient, que ce n'est pas l'accord qui a été fait. Et là, globalement, si on l'endort, alors qu'on n'a même toujours pas les moyens d'aller jusqu'au bout correctement de l'intervention et que ça se termine par un os cassé ou on remet une plaque, etc., là, on a tout faux. Hein, donc voilà, et la sortie de l'effet tunnel qui est là, puisque là vous l'avez vu s'acharner, etc., c'est qui? C'est l'anesthésiste. Hein, et donc c'est toujours très important, mais ça aurait pu être aussi la penseuse, ça aurait pu être un collègue qui rentre en salle, ça aurait pu être un... Voilà, quand on est enfermé dans quelque chose et qu'on ne voit plus que alors je ne sais plus comment ils appellent ça, mais les pilotes qui sont figés sur le fait d'atterrir, et puis ça finit en crash parce qu'ils n'ont pas vu d'autres trucs. Donc voilà, c'est vraiment savoir s'arrêter à un moment ou à un autre et se laisser arrêter par les autres quand on est dans un souci. Et donc là, les acteurs, c'est un orthopédiste, celle qui fait la patiente, c'est une penseuse. Voilà. Le reste, c'est effectivement une autre penseuse et une surveillante de bloc. Donc on fait ça régulièrement sur des thématiques différentes. C'est assez rigolo pour l'équipe qui joue à ça. Moi, j'avais fait la première. Ça, c'est la deuxième. On est en train d'en faire une troisième. Enfin, c'est sympa. C'est très bien votre film. Bien joué et tout. Ça met en évidence que le no-go, enfin, me semble-t-il, c'est assez simple à gérer parce que on arrête avant, il n'y a pas de souci, comme vous le dites. On va voir le patient, on lui explique qu'on n'était pas dans les meilleures conditions. Ça, c'est simple. Ce qui est difficile, c'est l'arrêt de procédure. Parce qu'effectivement, il y a cet effet tunnel qui nous pousse. Le patient, machin, il avait des impératifs, c'est un mec important. Il y a parfois des honoraires aussi importants, etc. Et donc, c'est vachement difficile. Et puis, comme vous dites, c'est la procédure derrière en général. Et bon, donc, il faut avoir des bons avocats. Moi, j'ai une question. Bah oui, mais c'est ça la réalité. J'ai une question à propos du conseil de bloc. Qu'est-ce que vous... Parce que nous, on a un conseil de bloc, mais en fait, on ne le voit pas. Il y a sûrement un chirurgien dedans, mais on n'a aucune notion de ce qui se passe là-dedans. Alors, conseil de bloc, il y a deux choses. Il y a ce qui fait la gestion globale du bloc opératoire, la répartition des vacations opératoires, etc. Ça, c'est quelque chose qui est dans les instances obligatoires du bloc auxquelles rarement on participe. Ce à quoi il faut participer, c'est la réunion hebdomadaire de validation des programmes pour être certain qu'effectivement il y a bien le matériel pour tout le monde, qu'on a réparti effectivement le bien commun. Est-ce que moi un jour je n'ai pas besoin d'être plutôt dans cette salle parce que qui n'est pas ma salle habituelle parce que je vais avoir beaucoup de matériel versus un autre qui peut ce jour-là être dans une autre? Est-ce qu'il ne faut pas que je change mon ordre opératoire parce que j'ai besoin de l'ampli à certains moments, mais mes collègues aussi? Et donc c'est tout ce rouage qui peut s'appeler n'importe quoi, hein, mais qui doit être fait à une semaine à l'avance minimum pour rattraper les ordres. Alors, c'est aussi, ça n'est valable que quand les patients sont programmés suffisamment longtemps à l'avance. L'interférence d'urgence, effectivement, ça vient toujours perturber tout le monde. Mais
à l'heure actuelle, sur de la chirurgie programmée, les patients, normalement, sont programmés au moins à 15 jours, 3 semaines, puisqu'il est recommandé de ne pas opérer la chirurgie programmée à un délai plus court que ça. Quand vous prenez un prêt, vous avez 15 jours pour vous rétracter. La chirurgie, il faut que ce soit pareil. Et les juges de plus en plus, quand on fait de la chirurgie hors urgence, sur des délais trop courts par rapport à l'intervention, bing, le chirurgien, il se fait choper. Donc, on peut tout à fait, à une semaine à l'avance minimum, avoir cette réunion de coordination pour l'ensemble de la semaine. Et là, il faut qu'il y ait des gens qui sachent de quoi on parle. C'est-à-dire que s'il y a 15 programmes de maxillo, 10 de digestif, et qu'il n'y a aucun de ça, et que c'est juste un orthopédiste qui a un programme dans la semaine, ça ne va pas le faire. Il n'y a pas besoin de tout le monde, mais il y a besoin au moins d'une personne. Et ça veut dire aussi qu'on s'entend avec ses collègues. Parce que voilà, ce n'est pas toujours le cas partout et c'est dommage. Des équipes qui ne s'entendent pas, ça fait plus d'événements indésirables et ça fait plus de procès. Parce que ça donne une ambiance qui n'est pas bonne, ça donne, etc. Donc se parler et avec les anesthésistes et avec les collègues, c'est important. Et surtout, cette réunion de programmation une semaine à l'avance, elle est fondamentale dès qu'on a un peu de matériel ou qu'on va utiliser des objets communs. On peut exiger un représentant par spécialité au conseil de bloc. Oui, d'accord, merci. C'est pas on peut exiger, c'est le bon sens veut oui, que. Le bon sens, mais le bon sens, oui. voilà. Après, il faut se libérer, etc. Oui, il faut se libérer, mais c'est pas obligatoirement toujours le même. On peut tourner, on peut, enfin, voilà, c'est malheureusement souvent dans les instances des établissements, c'est toujours les gentils couillons qui finissent par faire toutes les galères. On est bien d'accord. Jusqu'au moment où, à un moment donné, vous n'êtes pas là, il faut bien que les autres le fassent. Si c'est pas fait, en fait, il y a des soucis, ils s'aperçoivent que c'est important. Ouais. On est OK ? Allez. Encore des petites histoires d'orthopédie. Alors, elle a mal au genou, on n'arrive pas à la traiter médicalement, il va falloir lui mettre une prothèse. Ok, pour l'instant, tout va bien. Elle est en deuxième position pour la matinée et comme de plus en plus maintenant, les chirurgiens n'ont pas une journée entière de bloc opératoire parce qu'en fait, il faut utiliser toutes les tranches horaires, il faut que... Enfin bon, etc. Je pense que vous le savez. Et donc, c'est une demi-journée opératoire pour qu'il y ait un autre chirurgien sur l'autre demi-journée opératoire. Et il ne faut pas oublier de partir suffisamment tôt pour que le suivant ne voit pas sa vacation amputée. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était une prothèse de genou droit qui était programmée, qui a été commandée. La vérification du matériel juste avant que la patiente entre en salle et n'ait son anesthésie. Waouh! On a les implants gauche. Ça va devenir compliqué. Donc, effectivement, heureusement que l'instrumentiste est réellement allé vérifier puisque la checklist matérielle de la veille ou de l'avant-veille n'a pas été capable de détecter que c'était des implants qui n'étaient pas le bon côté. Donc après, je ne sais pas si vous avez des implants latéralisés. Nous, malheureusement, on en a beaucoup. Et donc, quand on n'a pas le bon côté, on est un peu en short. Mais ouf, on a réussi à le voir. On appelle la pharmacie. Est-ce que vous n'avez pas un autre truc? Est-ce qu'on n'a pas envoyé les droits et les gauches? On ne sait jamais. Si le labo était généreux, pas du tout. Il a envoyé que le mauvais côté. C'est la seule chose qui a été récupérée avec une implication modérée de la pharmacie. C'est-à-dire que la pharmacie, elle a le bon de commande avec écrit dessus le côté. Ils reçoivent l'autre côté. C'est la pharmacienne qui est responsable des DMI. Il ne se passe rien. Donc ça, il faut aussi de plus en plus impliquer les pharmaciens dans ces histoires parce que c'est leur job. En orthopédie, jusqu'à présent, c'était principalement les cadres de bloc ou des référents de bloc qui s'occupaient des commandes de matériel, etc. C'est devenu légalement sous la dépendance des pharmaciens qui n'y comprennent rien, sauf exception, qui, quand vous essayez de leur expliquer, monter au bloc, faire venir notre pharmacienne au bloc, c'est à peine si elle ne fait pas un malaise une fois qu'elle a passé le pied à l'intérieur du bloc, donc c'est pas gagné. On essaie de joindre le responsable des commandes, pas de chance, il est en congé, il a le droit, hein, pas de souci. Nous aussi, on part en congé. Mais quand il y a une personne aussi importante, ça ne peut pas être une personne unique. Le bloc, il ne s'arrête pas.
et on ne s'arrête pas de travailler et de commander du matériel parce que les gens partent en vacances. Donc, il faut une deuxième personne. Ça ne peut pas reposer sur une personne unique. Et ben, le bon de commande, c'était bien à droite. Et le mail au labo, c'était bien à droite. Tout était comme il fallait. Mais le labo s'est gouré. Ils ont donné le mauvais côté. Et c'est ce qu'on commence à voir malheureusement, nous, de plus en plus, la perte de compétences des labos. Comme les labos sont mangés les uns les autres, qui veulent des représentants qui soient totipotents, qui sachent tout faire, du bout de l'orteil jusqu'au bout des doigts, en passant par le rachis et par les grosses prothèses, bah, les gars, ils n'y connaissent plus rien. Ils ne savent même pas que c'est important de savoir que ce soit un droit ou un gauche. Et donc, il y a de plus en plus de matériel ancillaire qui nous arrive abîmé, parce que les gens qui les vérifient au labo, ils ne savent même pas à quoi ça sert. Donc, ils ne peuvent pas savoir que telle ou telle pièce est abîmée. Et puis, ils ne nous envoient pas le bon côté, tout simplement parce qu'ils ne savent pas que c'est latéralisé. Donc, grande prudence. Le labo qui avant était fiable, les gens qui savaient de quoi ils parlaient, etc., dites-vous que maintenant, ils ne savent plus rien, qu'ils sont complètement nuls et qu'il faut absolument tout vérifier. Et donc, la personne qui a vérifié à la pharmacie, pareil, hein, elle n'a pas vu, ce n'est pas le bon côté. Enfin bon. Donc, la patiente, même pareil, même topo que pendant le film, hein, elle est en activité, elle a prévu de se faire mettre sa prothèse là, elle veut retourner bosser rapidement, elle ne veut pas qu'on décale l'intervention. Ben oui, mais en fait, et de la même façon, la décaler, on est au bord des vacances d'été, le chirurgien, il est blindé jusqu'à ses vacances, donc ça reporte à après les vacances. Ça fait vachement loin. Ok, est-ce que ce sont des raisons valables ? Donc, on se pose, on n'a pas commencé, hein, on s'est aperçu avant même l'anesthésie qu'on avait un souci. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? C'est pas le seul ortho dans la clinique, ils n'ont pas tous les mêmes pratiques, donc il y en a un qui a une prothèse en dépôt sur place, avec les implants du côté droit, la taille qui serait éventuellement planifiée, ah zut, on l'a pas parce qu'elle a été posée hier justement par le chirurgien, le réappro, bah ouais, comme le gars qui commande, il n'est pas là, il n'a pas été fait le réappro, donc on l'a pas. Et puis en plus, vous ne l'avez jamais mise, cette prothèse. Et c'est pas rien, la prothèse de genou, c'est 5 boîtes, des ancillaires dans tous les sens. Quand vous la connaissez pas, dur. Et puis des fois, on se dit, ouais, mais mon aide, elle va savoir. En fait, non, elle la connaît pas non plus. Donc, est-ce vraiment raisonnable de se... Voilà. On fait quoi ? Ça fait déjà une demi-heure, 3 quarts d'heure qu'on tourne, qu'on essaie de trouver des solutions, bon, on est tous d'accord, assis sur nos chaises ici aujourd'hui, comme ça, on n'y va pas, on est bien d'accord. Bah ouais, mais c'est pas toujours ce qui se passe. Mais bon, première solution, j'y vais quand même, je la connais pas, mais ouais, allez, on a une bonne étoile. Ouah, je suis trop fort. Trop fort, ça s'est bien passé, hyper bien, etc. Ouais, mais oula, mes coronaires, elles ont vachement stressé. Mon instrumentiste aussi. La consulte cet après-midi, ça va être un cauchemar parce que je suis épuisée, rincée. J'ai été flippée toute l'intervention, que ça se passe pas bien, etc. Donc je sais même pas comment je vais pouvoir recevoir les 30 malades de l'après-midi. Le premier qui me fait chier, je l'accroche sur le mur. Pardon. Et puis, comme on s'est pris 3 quarts d'heure dans la vue, ben, la vague de l'après-midi, le gars, il commence en retard, quoi. Donc, ça veut dire qu'à cause de moi et de mes problèmes, il va être obligé d'annuler son dernier patient. Ah, c'est pas clean. J'aime pas. Et si la prothèse se complique, si elle s'infecte, si j'ai pas encliqueté correctement le polyéthylène, le plateau sur le truc, si c'est une prothèse à plateau mobile qui se luxe, si c'est une coupe qui est pas faite, si j'ai pas fait l'offset comme il fallait, eh ben, 0 moyen de défense. Je la connaissais pas, je l'ai mise quand même. Hein. Tant pis pour toi. Deuxième solution. Je préviens la patiente du problème, j'annule. Ouais, elle va me pourrir la vie, hein, c'est clair. Mais c'est moi qui vais lui dire. C'est moi qui vais lui expliquer. C'est moi qui vais dire que si on s'arrête, c'est pour sa sécurité, d'autant plus que je l'ai prévenue auparavant, que c'est écrit dans le consentement éclairé, qu'elle en est consciente. Ok, elle voulait se faire opérer maintenant de sa prothèse de genou. Moi, je ne peux pas lui donner ce que je lui ai vendu.
ce que j'ai envie de lui faire, ce qu'il faut que je lui fasse, je ne peux pas y aller. J'y vais pas, et tant pis. Et j'oublie pas, entre guillemets, certes, de m'excuser, même si c'est pas de ma faute. Je vais pas cracher sur le pharmacien, je vais pas cracher sur le labo, ça sert à rien. Ça sert juste, ces trucs-là, à soulager un peu, certes, mais surtout à entraîner une agressivité auprès du patient qui, derrière, va avoir beaucoup plus tendance à se retourner contre nous. Parce que de toute façon, nous, on est, même si on n'est pas responsable, on l'est. C'est nous qui avons mis le patient au bloc, c'est nous qui l'avons programmé. Il n'y a que nous comme entrée directe. Donc voilà, de toute façon, c'est dur à avaler et il faut avoir appris l'annonce d'un dommage. Là, c'est un petit dommage, hein, on décale l'intervention, mais ça s'apprend, l'annonce d'un dommage. Ça ne se fait pas comme ça, tout seul, dans nos études, on ne l'a jamais appris. C'est comme l'interne qui va voir une patiente luxée le lendemain et qui dit « Ah bah, c'est normal que vous soyez luxée, vous avez été opéré par le plus jeune de l'équipe qui ne savait pas faire. » Oups, il aurait mieux fait de se taire, celui-là. Donc, d'où les problématiques de début de semestre. Voilà. Mais en pratique, là, évidemment, il faut l'annuler. Et puis, elle sera reportée après les vacances ou quand elle veut. C'est peut-être pas maintenant, finalement. Peut-être que ça ne devait pas se faire et que ça sera fait dans 3, 6, 9 mois quand elle pourra à nouveau prendre une pause ou quoi que ce soit. Mais pareil, on ne cède pas pour de mauvaises raisons à la pression des patients. C'est juste tout ce qu'il faut pour se mettre en difficulté. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, on a fait à OrthoRisque des études sur la façon dont les patients vivaient leur no-go. 90%, et là, depuis on en a refait une, on est à 95%, ils nous gardent leur confiance. Ils continuent de vouloir se faire opérer par nous. C'est rarissime qu'ils aillent voir autre part. Si on leur a expliqué avant, s'ils étaient au courant de la possibilité, si, il y a quand même des si. Mais voilà. Et puis, pas y être allé, c'est aussi avoir évité une procédure. Vous allez vous mettre dans l'intervention, vous devez bidouiller, ça ne se passe pas bien. Il y aura une procédure après un arrêt de procédure. Hein, on est bien d'accord. Il y aura une plainte après un arrêt de procédure, alors qu'il n'y en aura pas après un no-go. Et puis voilà, on est tous beaucoup plus sereins et notre santé n'en va que mieux dans ce cas-là. Donc là, qu'est-ce qui n'avait pas marché ? Probablement des protocoles. Soit ils n'y sont pas du tout sur la vérification, soit ils ne sont pas utilisés ou pas correctement. Pas arriver à s'apercevoir quand on reçoit des implants qu'il est commandé un côté et qu'on reçoit l'autre, c'est quand même couillon, quoi. C'est pas très compliqué. C'est écrit droit, c'est écrit gauche, est-ce que c'est gauche, c'est droit, enfin voilà. Et ensuite, qui vérifie ? Et la formation de qui vérifie. Et ça ne peut pas non plus être une personne unique. Quand la personne est en vacances, elle a tout à fait le droit. Quand elle est malade, il faut quelqu'un d'autre. Et ça ne peut pas être quelqu'un d'autre de pas formé non plus. Donc en fait, pour être tranquille, il faut qu'il y ait 2 personnes de formées et qu'elles ne soient jamais en vacances ensemble. Donc ça veut dire aussi que les cadres doivent en être conscients, que les RH doivent en être conscients. Des personnes clés comme ça, elles ne peuvent pas être en vacances en même temps. Sinon, ça ne sert à rien d'en avoir 2. Hein. Il y a l'équipe. Si la pharmacie avait détecté que c'était le mauvais côté, on aurait pu le dire aux praticiens. Et puis la réunion de service une semaine avant, elle aurait pu insister là-dessus. Et la checklist à 48 heures, on n'aurait même pas fait venir le patient. Ou alors, on aurait peut-être eu le temps de faire venir les bons implants. Donc, comme ça n'a pas été fait parce qu'il n'y avait pas suffisamment de titulaires et que les intérimaires ne sont pas formés à ça, ça ne se passe pas bien. Et donc, il faut communiquer, il faut avoir des personnes ressources qui ne soient pas uniques de façon à avancer. Le problème immense de partout, on a trop de travail, on est bien d'accord. Et on accepte tout le temps, à cause de ça, des conditions dégradées. On ne peut pas sauver le monde. On peut pas. Et déjà se mettre un programme ultra chargé, quand en plus on est de garde et on va être interrompu tout le temps, on va avoir le téléphone qui va sonner. Est-ce que c'est raisonnable ? La réponse est non. Quand on est de garde ou quand on est d'astreinte et qu'on doit potentiellement répondre au téléphone, on n'est pas au bloc. Ou alors on filtre avec le téléphone, il reste dehors et on va entre les interventions, voir ce qui s'est passé. Mais on ne peut pas non plus être dérangé tout le temps, etc. On ne peut pas rajouter des malades. Non, il y a un moment, moi étant dans un centre en but pur, on ferme le soir, donc on a des chartes jusqu'à quelle heure on peut faire rentrer un patient en salle. Mais les établissements qui tournent 24/24, ils peuvent déborder.
Mais est-ce que c'est bien de déborder? Est-ce que c'est bien de faire avec une équipe de garde qui ne connaît rien, un truc réglé, difficile en fin de journée quand vous êtes en plus fatigué et qu'on vous a pourri la vie toute la journée? Non, non, c'est pas bien. Donc, pas hésiter à se poser ces questions-là pour avancer. Et donc, pour le management et l'institution, effectivement, les protocoles, c'est important. Mais même s'ils sont là, s'ils ne sont pas appliqués, ça ne sert à rien. Hein, donc, il faut qu'ils soient appliqués. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour ce type de choses? Déjà, ne pas avoir du matériel en prêt. Il faut que le matériel soit sur place, d'où ce que je vous ai déjà dit au départ. Plusieurs praticiens de la même spécialité, il faut qu'ils harmonisent leurs pratiques pour que les labos acceptent de déposer le matériel. Il faut qu'il y ait du réassort, il faut la réunion de planification, il faut qu'il y ait au moins un représentant de chaque chirurgien. Je pense qu'à force de vous l'avoir dit, vous allez finir par l'avoir, par vous en rappeler. Qu'est-ce qui peut aussi aider maintenant que tout est quasiment informatisé, dont les implants? Eh bien, que les logiciels aient une alerte. On ne peut pas ne pas avoir un implant en double quand on est sur un dépôt, quand on commence quelque chose. Vous le faites tomber, vous faites quoi? Vous n'allez pas le tremper dans la bétadine. C'est niet, hein? Ben, en fait, non. Ouais, enfin, vous peut-être, mais nous, non. Mais nous, non. Hein, quand c'est dans la bouche, mais quand vous faites hors de la bouche, il doit bien y avoir des moments où il faut que ça reste quand même en vrai très très propre. Et la bétadine, elle va mettre au-dessus des microbes récupérés dans la chute de l'implant un film qui va encore moins permettre qui va encore moins permettre de récupérer une éventuelle asepsie de la pièce. Donc non, on oublie. Et donc, les fiches de commande et le circuit de commande, il est fondamental. Il faut que ce soit absolument fait pour chez vous. Peut-être que ce que je dis là, c'est pas bon parce que c'est pas la surveillante, mais il faut avoir une fiche et un circuit de commande de médicaments qui soit adapté à votre pratique, adapté à votre clinique, adapté à ses habitudes pour que ça se passe le mieux possible. Ça peut être un truc tout simple, hein. Il faut le nom, le prénom du patient, la date opératoire, la pathologie, le geste, en n'oubliant pas le côté, le matériel et le laboratoire. Ça, c'est tout. Ça suffit. Il y a 6 lignes. Et donc, on se parle entre nous, on anticipe les choses, on fait la réunion, et pareil, quand il y a doute, il n'y a pas doute. On s'arrête. On arrête de bidouiller et on arrête d'accepter des conditions pourries. Présentation était tellement captivante qu'on a oublié qu'il y a une salle virtuelle, qu'il y a peut-être beaucoup de questions à te poser. Oups. Tu vois. Alors, je ne sais pas si on peut vous voir. Voilà, donc toutes mes excuses pour la salle virtuelle, mais maintenant vous avez la parole en priorité. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Tout oui. Devrait être. Allez-y, alors présentez-vous et posez votre question. Docteur Giaoui, chirurgien maxillofacial. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui. Alors, merci pour votre exposé que j'ai pris en cours de route. Et j'avais une question sur l'annonce aux patients. Alors, des situations exactement similaires à votre dernier cas, je n'en ai pas eu personnellement, mais il y a des similitudes avec d'autres situations où pour des problèmes administratifs, on est obligé de récuser un patient ou parce qu'il y a eu une faute humaine à l'admission, on n'a pas le bilan. Non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Erreur humaine. Sortez ce mot de votre bouche. Si vous mettez faute, on ne va jamais y arriver. La faute, ça veut dire un coupable qu'on va punir. Donc, il y a une erreur, ou il y a une omission, ou il y a eu un problème de transmission, mais c'est ultra important. Forcez-vous à déjà penser comme ça. C'est comme ça que ça avancera. Et donc, une erreur administrative, on va dire. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal dans ces situations-là à annoncer aux patients, à endosser, si vous voulez, toute la responsabilité du défaut, si vous voulez, qui a été à l'origine d'annuler un patient, par exemple. Et pourquoi ? Et souvent, je demande à l'administration, entre guillemets, je la sollicite pour qu'elle vienne avec moi, si vous voulez, annoncer également... venir avec vous, pourquoi pas ? Mais quoi qu'il en soit,
Qui est-ce qui a mis le patient dans cette situation-là? C'est vous, puisque c'est vous qui l'avez programmé. Sans vous, il ne serait pas là. Donc, effectivement, c'est ceux qui restent autour. Donc, il faut arrêter d'imaginer que c'est la faute des autres, quoi qu'il en soit. C'est aussi un peu la vôtre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le process d'admission fait partie du circuit patient et que dans le circuit patient, nous, en tant que chirurgiens, il faut aussi s'impliquer. Ok, ce ne sont pas nos salariés, on ne peut pas faire grand-chose, mais rien déjà que faire une RMM là-dessus pour mettre le doigt sur le problème ou mettre le doigt sur cet événement indésirable, l'analyser ensemble, obligatoirement, ça va permettre d'améliorer les choses. Et vous ne l'endossez pas en tant que tel. De toute façon, la seule personne que connaisse le patient, c'est vous. Comment vous voulez que quelqu'un d'autre aille lui dire les choses? Si c'est quelqu'un d'autre, avec vous, certes, mais si c'est quelqu'un d'autre tout court, le patient, il va se sentir trahi. Il va dire, mais pourquoi est-ce qu'on m'envoie le pecno machin que je ne connais pas? Déjà, je suis vachement énervée parce qu'on ne peut pas faire mon opération. Mais assumons les choses. C'est pas grave, le patient, il va râlouiller un peu. Et puis, s'il râle trop, il ira voir autre part. C'est pas grave, il y en a plein d'autres. Et travailler avec quelqu'un qui ne vous fait pas confiance, opérer quelqu'un en qui vous, dans un sens, et lui n'a pas confiance, ça vaut pas le coup vous en occupiez. Il y aura sûrement un collègue qui le fera. Donc oui, il faut assumer les problématiques dues au défaut organisationnel de nos établissements. Mais en s'impliquant, effectivement, ça prend du temps, c'est chiant. Et puis on n'a pas envie d'assumer les trucs des autres. Mais il faut le faire. Et plus vous le ferez, moins vous aurez d'ennuis. Merci. Alors, d'autres questions? Non? Bon, écoutez, alors, petite remarque aussi sur la fin de ta présentation, tu as bien analysé les causes et proposé des barrières. Donc, je m'adresse à vous, alors, moi, en tant qu'expert, on a parfois du mal à retrouver une bonne analyse des causes quand vous déclarez vos EIS. Vous avez vu que c'est quand même très important. C'est la partie la plus importante, en fin de compte. C'est la partie de réflexion sur ce qui est arrivé. Donc, souvent, on vous demande, écoutez, vous ne m'avez pas mis du tout de cause, je ne peux pas vous valider votre EIS, il n'y a pas vraiment d'étude de votre part. Donc, reprenez votre dossier et commencez. On peut pas... Vous pouvez bien qu'on ne peut pas accepter un EIS s'il n'y a même pas une cause. Il y a juste une cause immédiate est insuffisante. Donc vraiment, travaillez. Voyez tout l'intérêt de ce travail sur les causes profondes. Ça vous paraît un petit peu lointain, mais même la dernière qui constitue au niveau institutionnel, elle a sa raison d'être. Donc il faut vraiment penser à ça. En fait, pour ça, effectivement, on a eu beaucoup de mal aussi à l'apprendre à nos adhérents. Et j'exige de mes experts qu'il y ait au minimum un aller-retour de compléments vis-à-vis de nos EIS. Mais la question, c'est pourquoi? Il vous faut au moins 10 pourquoi avec les réponses. Il faut élargir autour. Il faut que vous imaginiez à chaque moment du parcours patient et de l'événement qui s'est mal passé, pourquoi et pourquoi cette personne et pourquoi si, et est-ce que la formation des gens est bien, est-ce que les protocoles sont bien, et tout à chaque étape c'est pourquoi. Il faut vraiment un EIS bien analysé. Il doit y avoir au minimum dans l'état actuel de nos établissements 10 causes profondes minimum. Ça peut pas être c'est la faute de machin. D'abord, c'est pas la faute et c'est pas machin non plus. Donc, beaucoup au début, on dit oui, mais c'est l'anesthésie, c'est la penseuse, c'est... Non, c'est pas. C'est l'anesthésie, c'est la penseuse ou qui que ce soit d'autre. C'est l'équipe qui travaille autour du patient. Et si effectivement, cette équipe a une défaillance à un moment ou à un autre, rappelez-vous le module de Reason, on a plein de plaques qui doivent empêcher d'arriver à un accident. Sauf que quand toutes les plaques ont le trou au même endroit, on arrive à l'accident. Et donc, c'est d'analyser toutes ces plaques pour arriver à mettre des trous à des endroits différents et que ça n'arrive pas à l'accident. François, tu as levé une main. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, François Chaudel, je suis expert. Je suis désolé de ne pas être là. Merci pour ce très bel exposé. Je vous rejoins tout à fait. Moi, dans les déclarations des IAS qu'on traite, je suis toujours très, très étonné de la façon dont, d'un revers de main, beaucoup de collègues ont tendance à ne pas accepter cette délégation de responsabilité. C'est toujours ces abrutis de secrétaires, etc. Enfin, les anesthésistes et pire. Et je vous rejoins tout à fait. On l'a mis là, ce patient, d'une manière ou d'une autre, même si on n'y peut rien, il faut assumer.
Et ça, c'est très, très difficile à mettre dans la tête des gens. C'est ça. Je me rappelle une fois en Algérie, parce qu'on intervient beaucoup dans le Maghreb, où j'ai présenté des cas cliniques et où un général, futur ministre de la Santé, a commencé à parler d'un certain nombre de choses en disant « Ouais, et puis de toute façon, la ponceuse, machin, c'est pas mon problème. » Je dis « Je pense que le problème, en fait, vu ce que vous venez de dire, c'est vous. » Et là, tout le monde m'a regardé. Il me dit « Mais t'es consciente, c'est le général, c'est le machin, ce truc. » So what? C'est son attitude qui faisait que personne ne lui parlait, que même s'il y avait des problèmes ou qu'il s'enferrait dans des soucis, eh ben, personne n'osait lui dire quoi que ce soit. C'est pas possible. Notre ego, il est dans le vestiaire quand on va opérer. Et le briefing préopératoire, il est de dire à tous les gens, s'ils ne vous connaissent pas assez, si vous me voyez faire une connerie ou commencer à m'enferrer dans quelque chose, vous me le dites. Et vous insistez. Parce que c'est important. Une histoire de gynéco pas possible au début du robot, etc. Il y a une dame qui a failli mourir sur une hystérectomie voix haute, voix basse. Elle était quasiment en choc. Ils étaient dans le ventre. Et en fait, c'est l'aide-soignante en rentrant dans la salle. Il dit « Oh, il y a du sang partout par terre. » Et bien ouais, personne n'a regardé la voix basse qui saignait comme pas possible. Ils ont failli plier la patiente. Donc, parce que tout le monde disait « Pourquoi ça ne saigne pas dans le ventre, il ne se passe rien, etc. » Donc voilà, notre ego, il est dehors, mais on reste le chef d'orchestre. Effectivement, on doit assumer tout le potentiel bazar de choses que l'on ne maîtrise pas, mais dans lesquelles, si on ne s'est pas impliqué, ça restera le bazar et ça va encore plus se dégrader. Alors, Thierry, checklist 48 heures avant. Pour le matériel. Oui, c'est systématique chez vous? C'est censé être systématique. C'est une recommandation de haut grade d'Orthorisque et de la HAS qui a été publiée. C'est une SSP2, si je me souviens bien. Et oui, il faut que ce soit appliqué, adapté après aux établissements. Mais normalement, tous les établissements qui font de l'orthopédie, ils sont censés le faire. Nous, on en a parlé à la clinique. Ils nous ont dit que c'est impossible. Alors, pourquoi c'est impossible? Parce que le matériel n'arrive pas assez tôt? Dans ce cas-là, vous vous mettez en danger. On est d'accord, nous on est d'accord. Non, mais et pour eux, s'ils ne veulent pas que quelqu'un le fasse, j'ai envie de dire, vous opérez pas. Alors oui, c'est compliqué, mais on va faire une fois, 2 fois, 3 fois, et puis à la fin, ça va se passer. Et par contre, il faut être cohérent entre collègues. On ne peut pas faire ça tout seul dans son petit coin. Il faut en discuter à la CME, il faut que tout le monde soit impliqué. Et les établissements, au bout d'un moment, si leurs chirurgiens sont tous ensemble pour demander quelque chose qui est de la sécurité aux patients, vous pouvez aussi finir par dire je vais appeler France 2 ou l'antenne régionale d'à côté où on ne travaille pas en sécurité. Ils n'aiment pas. Non, mais ils n'aiment pas. Mais on est tous ici. Qui a la checklist 48 heures avant dans sa clinique? Le seul hospitalier. Oui. Le seul hospitalier. Voilà. Donc, alors, effectivement, je pense que vous avez probablement beaucoup moins de matériel que nous, puisque nous, il n'y a quasiment pas d'intervention, en tout cas pour l'orthopédie lourde sans matériel. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faille pas vérifier, quoi. Et j'imagine que dans vos établissements, il y a des orthopédistes. Donc, normalement, il doit y avoir au moins ça pour eux. S'ils appliquent les recommandations d'Orthorisque. D'autres questions dans la salle réelle, dans la salle virtuelle? Alors, Olivier, on t'écoute. Présente-toi en 2 secondes et on pose Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. Je suis Olivier Hénaud, je suis chirurgien maxillofacial. Je travaille dans le même établissement que Thierry Loncle qui vient de prendre la parole. Je pense qu'on se comprend tous. On est beaucoup dans le Faucon IACA et c'est vrai qu'on s'est beaucoup battu. Nous, on est dans un établissement où on a subi un déménagement et où l'établissement a décidé d'externaliser sur un autre site de l'établissement la stérilisation. Ouais, là, vous êtes mort. Et oui, on sait, sauf que un certain nombre d'entre nous n'ont pas le choix de travailler ailleurs. Alors, la particularité juste de l'externalisation de l'AST, en fait, il faut faire prendre conscience à l'établissement qu'il faut au moins doubler, voire tripler le matériel. C'est le seul moyen d'arriver à s'en sortir. Voilà, nous, on a fait ça. Donc, en 1 an, moi, j'ai dû faire à peu près 80 déclarations d'événements indésirables sur le système du bloc, de manière à déclarer à chaque fois qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ça a été strictement sans effet. Quand est votre prochaine certification? Je ne suis pas le seul à l'avoir fait, on a plusieurs chirurgiens maxillofaciaux à l'avoir fait.
systématiquement dès qu'il me manquait un truc. Maintenant, on a fait tripler le matériel, sauf que comme les gens de la stérilisation sont totalement incompétents et qui ne sont pas formés ni suivis et qui sont sur un autre site auquel on n'a pas accès, je précise, on se retrouve donc avec les boîtes qui sont là, mais quand on les ouvre, il manque la moitié des instruments, ou il manque juste l'instrument qui est indispensable. Et contrairement à ce que vous avez pu dire tout à l'heure, en maxillo, on a en orthognathique des instruments qui sont absolument indispensables pour faire sentir certains types d'interventions. Alors on a tout multiplié, mais le problème c'est que maintenant on a des boîtes qui sont très multiples, mais dans lesquelles il y a aussi tout un tas d'instruments qui sont manquants, remplacés par d'autres, etc. Et on est finalement dans une situation assez désagréable, c'est-à-dire une impuissance absolument totale, où on se retrouve à 6 ou 7 chirurgiens à devoir commencer nos programmes avec parfois le matériel pour les 3 premiers patients, et puis on nous dit le reste va venir. Donc vous imaginez les checklists, la réunion. Alors les réunions de bloc pour faire les programmes, ils sont faits par le personnel dans un petit coin. On ne peut même pas essayer d'y participer parce qu'on n'arrive pas à savoir quand c'est. Et quand vous faites une déclaration d'événement indésirable dessus, c'est sans effet et sans retour. Donc dans des situations de blocage complet comme ça, j'ai un peu de mal à savoir ce qu'on va pouvoir véritablement faire, puisque ça fait 2 ans qu'on subit ça. Et non seulement il n'y a pas d'amélioration, mais on peut dire que c'est assez constant. Je pense que Thierry me suivra sur ce domaine. Voilà, alors, juste une petite question. Quand est votre prochaine certification? Dans 6 mois. Alors là, normalement, ils vont commencer à avoir peur. Alors oui, elle est prévue de mémoire en septembre, mais elle a été repoussée parce qu'entre-temps, l'établissement a d'autres soucis, puisqu'ils avaient une clinique qui était censée être fermée et rapprochée sur le site général et qui ne l'a pas été, mais l'HAS n'était pas au courant et l'ARS non plus. Donc ils ont réussi à reculer un peu l'accréditation. Voilà. Juste, il y a quand même une grosse activité d'orthopédistes à la clinique et qui ont les mêmes problèmes. Et ils n'ont pas 48 heures. Et moi, la dernière fois, dans une boîte d'ostéotomie, j'avais un trocard de genou, machin et tout. Voilà. Bon. Donc, alors, je pourrais vous faire passer un webinaire qu'on a fait sur la stérilisation. Les stérilisations externalisées, vous devez y avoir accès. C'est-à-dire que dans les protocoles et dans les chartes de fonctionnement des stérilisations externalisées, il y a une obligation de concertation avec l'utilisateur final, à savoir le chirurgien, pour la complétion des boîtes, refaire effectivement le listing, voire maintenant c'est plus que des photos parce qu'ils sont devenus analphabètes, ils savent plus lire, d'alléger aussi les boîtes, parce que quand il y a trop de matériel dans une boîte, ils sont perdus, ils savent plus lequel est ci ou ça. Mais il est inconcevable légalement que vous puissiez pas avoir accès au site de stérilisation, c'est pas possible. Alors, je reprends, je suis désolé. On peut avoir accès, mais encore une fois, on y est tous allés. Nos aides opératoires y sont allés, nos instrumentistes aussi. Ça sert strictement à rien, puisque mais finalement, si, ça va venir. Quand les boîtes arrivent en stérilisation, tout est balancé, mélangé dans un laveur, et ensuite c'est ressorti au petit bonheur de la chance. Et c'est ça qu'il faut faire changer comme protocole. Il n'y a aucune raison que tout le matériel soit jeté effectivement et mélangé, parce que en plus ça augmente la charge de travail des agents de sté. Donc peut-être que vos laveurs sont pas adaptés ou trop anciens il faut normalement dans les laveurs c'est plateau par plateau, les boîtes sont pas mélangées. Voilà, donc il y a a priori beaucoup de problèmes. Sur le bagage des instruments, car c'est finalement la seule solution, je pense, finale, qui va pouvoir permettre qu'on ait des instruments dans chaque boîte qui soient à peu près pas perdus et pas mélangés. C'est totalement interdit. Que c'est globalement interdit. Le bagage est totalement interdit. C'était le cas avant, et tous les bagues à force de stérilisation font des particules, etc. Il y a éventuellement le gravage qui peut être possible, à condition qu'il soit fait correctement au laser et pas avec quelque chose qui met des aspérités ou qui risque de faire rouiller les instruments, puisqu'instrument rouillé, pareil, ça doit être éjecté, ça détruit les autoclaves. Un instrument dans une boîte qui est rouillé, ça diminue la durée de vie de l'autoclave et ça entraîne les autres instruments vers des points de rouille aussi. Donc le bagage, c'est interdit. Par contre, il peut y avoir l'identification laser. Ils sont tous gravés, les instruments, mais ça ne sert à rien parce que tout bien, ils sont mélangés quand même. Voilà. Alors,
il y a une lueur d'espoir. J'y ai pensé, j'ai contacté des informaticiens et il est possible, avec des caméras, avec de l'IA, que avant de mettre en boîte, il y a une caméra qui analyse et qui dise c'est le bon instrument pour telle boîte. C'est très simple, c'est pas compliqué. Ah oui, ça c'est clair que ça peut être extrêmement simple puisque l'humain n'est pas capable sur une photo de faire la même chose. Non, voilà. Enlevons les débiles et mettons de l'IA. Merci. Oui, mais c'est la seule solution puisqu'on n'y arrive plus. Et je pense que ce sera des solutions d'avenir très proches. Voilà. Ouais, effectivement, ça rendra une fiabilité a priori à 100%, effectivement, contrairement à l'humain. Ben écoute, France, merci. Vraiment, c'était très captivant. Merci beaucoup d'avoir participé. No go. No go. Pensez au no go et pensez aussi à mettre, parce que tu as parlé de l'effet tunnel qui est vraiment très, très préjudiciable. Il faut aussi que les gens avec qui vous travaillez, il faut les mettre dans une situation où ils n'aient pas peur de vous dire arrêtez, vous vous trompez. Arrêtez, c'est pas bien. Arrêtez, vous êtes trop fatigué. Arrêtez ceci. Et ça, vous pouvez vraiment l'avoir avec un briefing préopératoire. Voilà. Et puis c'est de l'humain. Il faut faut discuter avec les gens et près d'eux. Et puis sur ce que tu disais, en fin de compte, on est vraiment responsable. Si le patient est là, quelles que soient les raisons pour lesquelles on ne peut pas l'opérer ou il y a des problèmes, c'est quand même vous qui l'avez fait venir dans l'établissement. Et ça sera toujours. Enfin, toute procédure judiciaire après reviendra là-dessus. C'était vous qui lui avez dit de venir ce jour-là et pas un autre, donc ça vous retombera dessus. Donc il faut quand même faire attention à tout ça et ne pas dire oh ben, c'est l'administratif, je m'en fous. Voilà, France, merci. Je sais que tu as d'autres impératifs. En fin je vais être obligée de vous abandonner. Voilà. Merci beaucoup. Alors on a une petite pause d'une petite demi-heure tout de suite et après on verra le résultat de notre audit. Vous allez voir qu'il y a des petites surprises. Et puis après, on parlera donc du nouveau programme 5 piliers avec les 2 nouveaux modules. Merci, merci France. Alors là, pour la salle virtuelle, rendez-vous à 11h. On redémarre à 11h. D'accord ? À tout à l'heure.